Ça, c'est la première chose. Mais ça, on le savait. Et la deuxième, oui, mais effectivement, et dans une période où quand même le président, suite à différentes polémiques, et surtout après l'élection législative qui lui a accordé une majorité relative pour la première fois sous la Ve République, il est évident que l'engouement et l'enthousiasme pour les réformes les moins populaires semblent quand même assez compromises. Mais au-delà, si vous voulez, moi je pointe une contradiction sur le fond dans la politique économique générale qu'entend mener Emmanuel Macron. Quand il nous parle de plein emploi, comme son ministre l'a encore confirmé ce matin, c'est une mystification absolue. Il n'y a pas de plein emploi et on n'est pas prêt d'y revenir. Parce que quand on prend le chômage, toutes catégories confondues, il n'a absolument pas baissé ces 5 dernières années. Alors, le gouvernement se fait fort de mettre un coup de projecteur sur les offres d'emploi non pourvues. On nous parle de 400 ou 500 000 offres d'emploi non pourvues. Mais ça, c'est une goutte d'eau dans l'océan des millions et des millions de chômeurs. Ça, on ne peut pas se baser là-dessus pour dire, regardez, il y a une pénurie générale d'emplois en France. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, si effectivement, parce que c'est là où il y a une contradiction, si effectivement le gouvernement croit qu'il y a une chance d'aller vers le plein emploi, mais dans ce cas-là, il n'y a plus besoin de réforme de retraite. Puisque ça veut dire que les retraites seront financées. Si tout le monde est au boulot, il y aura suffisamment de cotisants pour le nombre de retraités, et donc ça rend superfétatoire. C'est la démographie. Oui, ça rend superfétatoire toute réforme de retraite en réalité. Juste un point, tout le monde a compris, j'espère aujourd'hui, que la réforme des retraites n'est pas pour financer les retraites, c'est pour financer aussi tous les autres projets. C'est bien ça l'idée de base. Parce que si c'était pour financer le financement de la retraite, on le sait aussi et beaucoup maintenant, le gouvernement l'a déjà dit, le président l'a répété, c'est aussi pour tous les autres projets. C'est-à-dire les projets dans l'éducation, dans la santé, il faut dégager de l'argent. Ah bah attendez, mais dans ce cas-là, on ne peut pas faire peser sur les cotisants, parce que là, on a une politique... Bien sûr que si, bien sûr que non. Attendez, justement, mais non, alors attendez, non, vous vous trompez, là, on parle des cotisations sociales et des cotisations de retraite. Si effectivement on a d'autres besoins pour d'autres projets, excusez-moi, il y a un truc qui s'appelle la politique fiscale. Et là, c'est une réforme fiscale qu'il faut, c'est pas une réforme de retraite. Si tout le monde se met au travail, il n'y a plus de problème de retraite. Je vous dis si, parce qu'il y a un déséquilibre entre actifs et inactifs. Oui, mais je pointe du doigt l'incohérence du gouvernement. Je dis simplement que soit on a besoin de financement, et dans ce cas-là, on le fait à travers le plein emploi, puisque c'est ça qui rend... En tout cas, s'il y a le plein emploi, vous m'accorderez quand même que le problème du financement de la retraite serait singulièrement amoindri. On peut être d'accord là-dessus. Alors justement, juste avant de faire réagir Louis, je voudrais qu'on fasse... C'est pas ce que j'ai dit. Il sera amoindri. Ouais, je voudrais vous faire écouter justement ce que Olivier Dussopt nous disait ce matin sur ce fameux plein emploi. Le plein emploi n'est pas une utopie. Ça l'a été pendant longtemps, et à tel point que ce mot, cette expression, n'existait plus dans notre vocabulaire. Nous avons connu en France un chômage de masse, un chômage structurel, et depuis 2017, le chômage baisse même un peu avant. En réalité, il a commencé à baisser avant. Nous sommes passés entre 2017 et 2022 de plus de 9 à 7,3% de chômage. Et nous avons un objectif avec le président de la République, c'est qu'en 2022, la France puisse être à 5% de chômage, ce qui est considéré comme une forme de plein emploi à l'échelle d'un pays comme le nôtre. Alors Jean Messia, le plein emploi, je note, ce n'est pas une utopie. Oui, bien sûr, c'est pas une utopie. Mais vous savez, il y a quand même des règles économiques immuables. Le plein emploi s'obtient normalement, en tout cas il a été constaté, si on parle simplement d'un point de vue empirique, au cours des périodes de forte croissance. Notamment la période des 30 Glorieuses, où on avait une moyenne de 5,5% de croissance par an. Donc en fait, le plein emploi est obtenu mécaniquement quand l'économie produit des richesses à un rythme élevé. Est-ce le cas aujourd'hui en France et est-ce le cas depuis des années? Non. Donc je ne vois pas par quel coup de baguette magique on arrivera à instaurer un plein emploi alors que l'économie française tourne sur un rythme annuel de 1 à 1,5%, dans un contexte qui plus est, depuis quelques mois, de très forte inflation, qui fait que nous irons probablement vers une période de stagflation, comme celle qu'on a pu connaître dans la deuxième moitié des années 70, c'est-à-dire une accumulation de stagnation économique et d'inflation. Donc le contexte économique général ne permet pas d'accréditer la thèse d'un plein emploi à horizon visible. Vous êtes dans c'est une explication très libérale du chômage, c'est ce qu'on appelle l'explication dite du côté de l'offre, supply side. Effectivement, c'est une partie de l'explication, mais il ne me semble pas que ça soit la partie majoritaire.
de l'explication. L'explication, elle était aussi macroéconomique, parce que ça, c'était une explication microéconomique qui s'explique dans certains secteurs, mais qui ne saurait rendre compte de la situation de chômage persistant et massif en France. La France est un pays qui se désindustrialise depuis une trentaine d'années. Donc effectivement, quand vous avez la base industrielle qui se réduit, après, ça se traduit par une diminution également des activités connexes. Alors il y a évidemment la progression des services, mais elle ne contrebalance pas la désindustrialisation massive de l'économie française. Et donc effectivement, les opportunités d'emploi aujourd'hui, en raison de cette désindustrialisation, ne sont pas les mêmes qu'il y a 30 ou 40 ans. Vous savez, quand on persiste dans un mensonge, on finit par y croire parfois. Et c'est le cas d'Emmanuel Macron. Je pense qu'il est réellement persuadé que nous allons vers le plein emploi et qu'en conséquence, les opportunités d'emploi sont telles qu'on peut tendre la main, effectivement, en trouver. Alors, c'est le cas dans certains secteurs probablement, mais il faut comprendre pourquoi. Pourquoi les secteurs comme la restauration, le bâtiment, etc., ont du mal à recruter? Parce que ça c'est pas la fin de la phrase. Ils ont du mal à recruter à ces salaires-là. C'est ça le problème. Donc dire ah oui mais les Français ne veulent pas de ces jobs qui sont très régulièrement dévolus à des immigrés, c'est une double injustice. D'abord parce que normalement un travail doit rémunérer et doit faire vivre la personne, ou en tout cas le travailleur décemment. Et d'autre part, le fait de ne pas accorder des salaires décents et de trouver des gens qui acceptent ces conditions, c'est une espèce de logique néo-négrière qui est absolument scandaleuse. Comment fait-on pour augmenter les salaires? Juste pour vous dire, en fait, des doigts? Non, oui, on peut augmenter les salaires. Si c'était aussi simple que ça, ça serait... Attendez, la première chose, c'est que le chômage de masse, c'est un choix français depuis 40 ans. C'est un choix d'abord lié à l'ouverture de l'économie française et à cette espèce de négation de toute forme de protectionnisme. Donc on met le travailleur français en concurrence directe avec un travailleur chinois qui n'a pas les mêmes règles économiques, environnementales, sanitaires, etc. Et la deuxième chose, c'est la politique de désinflation compétitive dont on n'est d'ailleurs pas sorti, qui a été initiée en 83 et qui a été poursuivie dans le cadre de l'euro, qui fait que c'est une monnaie forte. Et donc les deux cumulés ont réduit la compétitivité de l'économie française, ont enlevé des emplois à l'économie française. Et c'est ça qui fait que nous sommes dans cette situation. Jean, je vous comprends. Jean Messia. Écoutez, moi je suis un peu partagé parce que est-ce qu'on a encore le droit de penser différemment dans ce pays? Elle peut avoir été contre le mariage pour tous. J'ai d'ailleurs moi-même été contre le mariage pour tous. On peut avoir une opinion différente, même sur des sujets sociétaux. On peut ne pas applaudir à toutes les évolutions sociétales sans être immédiatement cloué au pilori. Je ne comprends pas, si vous voulez, cette soviétisation du débat français qui consiste en permanence à ériger des tribunaux plus populaires du coup, mais des tribunaux médiatiques de fortune devant lesquels ce qu'on appelle la guerre, l'équivalent, les sociotraîtres seraient sommés de venir battre leur coulpe et reconnaître publiquement qu'ils ont fait un crime de lèse idéologie progressiste ou de lèse politiquement correcte. Voilà, en plus, je pense que sur la forme, parce que quand elle dit ces gens-là, Judith Weintraub disait elle est homophobe. Non, c'est juste la marque du macronisme en fait. C'est une marque de dédain et de mépris. Enfin, ces gens qui aujourd'hui pointent cette formule, on les a pas entendus sur les Gaulois réfractaires, les analphabètes, les illettrés et que sais-je encore, les fumeurs de clopes et ceux qui roulent au diesel. C'était aussi une manière de stigmatiser et de pointer des catégories de personnes. Dans les propos qu'on fait. Patricia Lémonière. Pas dans le camp d'Emmanuel Macron. Ne parlez pas en même temps, s'il vous plaît, dans un tel contexte. Non, mais ça, c'est une tribune qui n'est pas du tout une tribune républicaine, contrairement à ce qui est dit. C'est une tribune militante. Alors, c'est une tribune qui se veut républicaine. Justement, qui se veut républicaine. Mais vous savez, comme disait Monterland, c'est quand la chose manque que le mot apparaît. Donc, effectivement, ils peuvent toujours utiliser la Constitution, la République, et liberté, égalité, fraternité, la devise, etc. Ça reste quand même un papier militant. Voilà. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que moi, je crois que Caroline Cayeux n'aurait jamais dû s'excuser. C'est-à-dire, elle a le droit d'avoir ses convictions. Surtout avec les termes utilisés sur la forme. Enfin, peu importe. Mais ça, c'est. Non, ils sont pas homophobes. Ils le sont devenus parce que une certaine frange de la population particulièrement susceptible a saisi. Enfin, ces gens-là. Je suis désolé. Je suis pas d'accord. Oui, mais il y a plus élégant, Jean. Il y a plus élégant. Certainement, mais attendez, mais social. Avec ces gens-là, on désigne un groupe social de manière méprisante. Mais oui, mais c'est là. Ces gens-là, ça veut dire ces gens qui ne sont pas comme nous. Non, vous entendriez
quelqu'un parler des Arabes en disant ces gens-là, des Noirs, ces gens-là, les Juifs, ces gens-là, mais je ne suis pas raciste ni antisémite, j'ai un très bon ami juif, vous seriez ajusté. Moi, je pense, je veux pas la défendre. C'est un peu au Sandan dont on avait parlé. Non, c'est d'une autre nature. Oui, mais quand même, parce que Sandan, c'est social. Non, je pense que d'abord, ces gens-là, je pense qu'on peut aussi l'interpréter comme la communauté LGBT. Donc, elle pointe une communauté plutôt que des individus. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est qu'encore une fois, le mépris est la marque de fabrique du macronisme. Alors, quand il s'agit d'un mépris antinational et anti-français, c'est acceptable. Mais dès lors qu'on touche à certaines communautés, ça le serait moins ou plus. Non. Soit on a une indignation générale sur toute forme de mépris, soit on n'en a aucune. Mais on ne peut pas avoir une indignation à géométrie variable. Ce mot « ces gens-là », dans l'usage du français, ça va au-delà du mépris, c'est de la discrimination. Et puis en plus, si vous voulez, je vous rappelle quand même que ces propos datent de 2013. Enfin, qu'est-ce qu'ils viennent faire 10 ans après? Ces gens-là, c'est 14 juillet. Jean, 14 juillet. Donc c'était il y a 2 jours. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que les premiers propos datent de 2013. Oui, mais ces gens-là, ça date d'hier. Oui, mais parce qu'on a ressorti ces éléments de langage qui étaient publiés dans Tétu en 2013, ou je ne sais plus dans quel magazine, c'est Tétu qui l'a sorti. Voilà, on l'a ressorti là il y a quelques temps et c'est effectivement l'interview répondait à ça. Donc pourquoi ça arrive maintenant? Jean. Ben moi, je crois que plus fondamentalement, si vous voulez, toutes ces attaques contre des membres du gouvernement à raison, soit de plaintes qui pour l'instant n'ont pas été instruites contre Damien Abad, etc., soit le cas présent, il faut rajouter aussi la ministre Zakharopoulou qui était accusée également d'agression gynécologique, etc. Je pense que c'est davantage la marque d'une faiblesse gigantesque du gouvernement, d'une impopularité du gouvernement qui effectivement se laisse attaquer sur ses flancs, sur des problèmes, je veux dire, collatéraux, on va dire, parce que le gouvernement est lui-même très impopulaire. Voilà, et on a eu la majorité relative par laquelle les Français ont exprimé une sorte de défiance vis-à-vis du président qu'ils avaient d'ailleurs eux-mêmes élu. Mais globalement, il y a quand même une impopularité du gouvernement qui fait qu'il est, comment dirais-je, poreux. Fragile, exactement, à des attaques qui n'ont rien à voir avec la politique. C'est pas la popularité du gouvernement qui est en cause, c'est l'unité, de la majorité. Aussi, ce que j'entends est absolument hallucinant. Enfin, qui a jugé que ces propos sont discriminatoires? Vous êtes juge? La justice, quand même. Tout le monde aujourd'hui. Mais attendez, mais on est dans un état. Allumez la télévision, regardez les tribunes, regardez les réactions. Non, mais attendez. Ces gens-là est considéré de manière quasi unanime comme étant à propos de. Non, mais est-ce que nous sommes dans un état de droit, bougre de perlimpinpin, ou est-ce que nous sommes dans une république bananière? Ce n'est pas la justice qui fait le gouvernement. Non, mais justement, mais c'est bien ça le problème, c'est-à-dire qu'aujourd'hui. Ah non, c'est pas le problème. Ah bah si, parce que attendez, excusez-moi. Non, c'est quand même normal qu'aujourd'hui on ait une première ministre. C'est dans la Constitution. C'est la première ministre et le président de la République qui décident des membres du gouvernement. C'est pas à la justice de décider. C'est pas ça ce que je dis. Jean, on se calme autour de la table. Jean, qu'est-ce qu'on peut faire? Je termine mon propos. Donc ça vous êtes en fait pour le fait que le gouvernement soit composé uniquement sur la base de rumeurs et de calomnies et d'indignation. C'est ça qui va proposer le gouvernement. C'est ni une rumeur ni une calomnie, c'est un propos assumé. Peut-être, mais moi je vous dis que Jean Messia, seule la loi délimite le cadre de la liberté d'expression. Ce n'est pas à la loi de décider de la ligne politique du gouvernement. On se calme autour du plateau. Jean Messia, question simple, basique. Elle peut rester si effectivement le président de la République et le Premier ministre décident de les faire rester. Après tout, Dupond-Moretti est mis en examen et beaucoup ont réclamé sa démission. Il a démissionné? Non. Zakharopoulou, il y a une plainte contre elle, au même titre d'ailleurs que celle contre Damien Abad. Ce n'est pas un débat judiciaire. Ce n'est pas un débat judiciaire. Je pointe leur cohérence. Je dis que dans certains cas, le gouvernement a décidé de débrancher des ministres à raison de plaintes qui ont été déposées contre eux, mais d'autres qui ont des plaintes aussi, qui sont même mises en examen, n'ont pas démissionné. Le problème n'est pas des faits qui seraient reprochés aujourd'hui à Caroline Cayeux. Le problème n'est pas des faits. Le problème est constitué des propos qu'elle peut tenir. Mais les propos, c'est pas la ligne politique. Oui, mais c'est ni au gouvernement ni à vous de décider si les propos sont discriminants ou pas. Si des gens se sentent lésés et qu'il y a des propos... Elle est décidée par Elisabeth Borne, Première ministre, et par le président de la République. Mais justement, le président de la République et le Premier ministre sont fondés à dire, écoutez, l'homophobie est pénalement répréhensible. Si cette femme a commis des propos homophobes, la qualification homophobe
des propos ne saurait être prononcé que par la justice, certainement pas par les médias, et certainement pas par les lobbies. Le problème, c'est qu'on peut pas, si vous voulez. Alors moi, je suis d'accord. Ça me pose pas de problème sur le fond. Ça me pose pas de problème d'ailleurs que la cigarette soit interdite sur les plages. D'abord, c'est pour les fumeurs, ça va les faire moins fumer, et pour les enfants qui sont sur les plages, c'est mieux aussi. Mais tout ça, c'est très bien. Mais le problème, si vous voulez, c'est que je m'interroge sur une société où finalement, pour obtenir un comportement citoyen, il faut multiplier les interdictions, ce qui rend quand même l'atmosphère civique pour le moins étouffante. Vous comprenez? Donc on n'a plus le droit de rien faire, plus le droit de rien dire. On ne peut pas obtenir la citoyenneté par l'interdiction. La citoyenneté, c'est avant tout une adhésion, c'est avant tout la liberté qui permet la citoyenneté. Si on en est réduit à multiplier les interdictions pour créer un citoyen, ça pose un gros problème à notre